Donc, on accueille Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi? Oui, ça va très bien. Donc, une nouvelle semaine d'activité dans la LPHF. Donc, le classement qui bouge un tout petit peu, on va le voir à l'écran. Montréal qui reprend la tête du classement au terme de la dernière semaine. Un match excitant à l'auditorium de Verdun samedi après-midi avec le but là, à la Bobby Orr de Claire Dalton qui a en plus marqué qui a fait un tour du chapeau. Donc oui, ça continue à être super serré parce que on le voit au niveau, oui, les points, là, ils commencent à avoir un écart un petit peu plus grand entre New York, Ottawa et Minnesota-Montréal. Mais en même temps, si on regarde les plus, les moins, la meilleure équipe est à +3, la moins bonne est à -4. C'est quand même pas des écarts qui sont très importants. Il reste beaucoup de matchs à jouer. Les deux équipes qui en ont joué le plus, là, c'est Minnesota-Montréal. On sait que cette année, c'est 24. Donc, il reste soit 12 ou 11 matchs. Et comme on en a parlé souvent, les matchs de 3 points, hein, on a souvent, tu sais, des fois, on avait l'expression d'un match de 4 points. Là, les matchs de 3 points ont quand même une grande incidence. Et on le sait à quel point Montréal a eu beaucoup de points en prolongation, même quand ils ont perdu ou en tir de barrage. Quand ils ont perdu, donc, c'est des points, évidemment, là, qui les amènent à rester en haut du classement. Mais assurément que je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'on puisse vraiment là, dire OK, ces équipes-là sont confirmées, même si depuis le début, Montréal, Minnesota, pas mal en tête. Oui, puis tu sais, je remonte le classement, mais Ouais. évidemment, tu sais, comme tu le dis, c'est des matchs qu'on peut remporter jusqu'à 3 points. Donc, New York qui est présentement à l'avant-dernier rang, mais une victoire les ramène à égalité avec Toronto. Donc, tu sais, ça peut se jouer rapidement. Et le fait que 4 des 6 équipes ont un match en main, ben, ça peut se resserrer aussi rapidement pour tout le monde, même les équipes de tête là, présentement. Oui, exactement. On voit, exemple, Toronto, 5 victoires, Boston, 4 victoires. Bon, on voit les victoires en prolongation, les défaites en prolongation. Tu sais, on regarde New York, c'est quand même 4 victoires en prolongation, mais en même temps, ils ont échappé des points. Évidemment, hein, victoire en prolongation, 2 points au lieu de 3. L'adversaire fait 1 point. Donc, c'est là que c'est difficile de creuser l'écart. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de prolongations cette année. Et Ottawa, le dernier rang, ont perdu tous leurs matchs en prolongation. Donc, c'est beaucoup de points qui leur a échappé, qui fait que son dernière, c'est difficile présentement. Bon, elles étaient à Montréal, justement, samedi à l'auditorium de Verdun. Là. Donc, en même temps, elles ont été dans le coup. Montréal a joué quand même un très bon match. Puis en troisième, là, Montréal s'est un petit peu détaché. On voit là que c'est Mashmeyer à Ottawa qui a gardé tous les matchs, sauf 17 minutes où l'autre gardienne s'est blessée. Donc, c'est sûr que c'est un énorme volume. On a eu l'occasion de voir le morning skate, je m'excuse, j'essaie de trouver le mot en français, mais la pratique d'avant-match d'Ottawa. Puis les deux autres gardiennes étaient sur la glace. Est-ce qu'il y en a quand même qui sont blessés? Et bon, c'est moins d'informations à ce niveau-là. On sait qu'Av Strider s'était blessé. Puis bon, clairement, ils ont décidé pour l'instant d'y aller uniquement avec MASH. Donc, en même temps, c'est un grand volume. Donc, ça peut se répercuter un petit peu dans les performances. Elle a bien fait, elle a fait des super gros arrêts, mais en même temps, elle a donné 2 buts. Puis on l'a vu dans sa réaction qu'elle n'était pas satisfaite. Un but en dessous du bras, un but vraiment le 5e trou, un fameux five-hole sur un tir en angle. Donc, c'est sûr qu'à un certain moment, avec le volume de la série de la rivalité, match des étoiles. On parle de nos filles, évidemment, à Montréal. Anne-Renée, Marie-Philippe, Laura, Aaron, qui ont fait aussi tout ça, mais en même temps, des biens ici à l'œil des repos. Chuli a fait super bien, 4-0, c'est que les meilleurs stats de la Ligue. Donc ça, c'est aussi, ça aide, alors que Mash à Ottawa n'a pas ça pour l'instant. Donc, ça peut, assurément que ça peut être quelque chose qui devient difficile avec le temps. Puis plus on perd, plus ça devient tough. Puis parlant justement d'un horaire éreintant, ben, à tout le moins, l'équipe de Montréal a un certain repos prochainement, donc ce qui va aider l'équipe peut-être à reprendre un peu d'énergie en vue de la deuxième moitié de saison. Oui, cette semaine, là, c'est une semaine. Sont ici à la maison, ils ne voyagent pas. Donc, ça, c'est le fun, 2 matchs de suite à la maison, à Verdun, au centre 2102. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Là. Ils viennent ici, ils s'en vont juste centre maison, centre d'entraînement maison. Donc, ça, c'est agréable. Je pense que c'est le bienvenu aussi pour elle. Puis ensuite, elle rejoue là, à la maison en après-midi, samedi. Donc, ça leur fait assurément du bien. Mmh. Sinon, également, on veut parler du circuit universitaire. Donc, on en parlait la semaine dernière. Les séries éliminatoires sont amorcées. On connaît maintenant les 2 équipes en finale, donc Concordia et l'Université de Montréal qui passent
en grande finale et qui s'assure une place au championnat canadien également. Concordia qui, avec sa saison parfaite, on s'attendait quand même à une victoire en 2 matchs et finalement, on a eu Oui, la victoire malgré tout. oui, on s'attendait quand même, un peu plus grand, un walk in the park, avec la saison qu'elles ont eue. On l'a vu davantage au troisième match, elles ont ouvert vraiment la machine, mais faut dire qu'Ottawa a quand même bien joué, travaillé extrêmement fort. Elles ont mené dans les 2 premiers matchs, donc les 2 moments, même quand, elles menaient 1-0, j'ai envie de dire jusqu'en milieu de deuxième, puis ça se peut là que je me trompe légèrement, j'ai vu beaucoup de matchs durant le week-end, mais elle menait 1-0 pour une bonne partie du match, puis à un certain moment, là, Concordia 1-2, puis là, ça s'en allait jusqu'à 5-1. Ensuite, retourne à la maison, Ottawa est capable de gagner, donc première défaite de toute l'année au circuit, dans le RSEQ pour les Stingers. Puis par la suite, ben c'est certain que là, je pense que ça a été le petit coup de grâce. Ensuite, un 13-0. Quand j'ai vu le score, je t'avoue que je pensais qu'il y avait peut-être eu une erreur. Ben pas que, évidemment, Concordia a la puissance pour marquer beaucoup de buts. 13, c'est quand même impressionnant. Donc, elles ont clos ça, mais en même temps, une petite défaite. Puis des fois, ça peut être bon aussi pour les troupes, tu sais, de pas se savoir complètement invincible ou de savoir que, tu sais, comme on dit, des fois, une journée, un match, tout peut arriver. Puis en même temps, ben, des fois, ça peut être les entraîneurs. Des fois, on n'aille pas ça, cette espèce de petit wake-up call-là, si on me permet l'expression, de dire, OK, il faut faire attention, on ne peut pas prendre tout pour acquis. Puis la série qu'on s'attendait qui irait en 3 matchs parce que la bataille a été très, très serrée entre les Carabins et les Gators toute l'année, eh bien, finalement, elle est allée en 3. Troisième période de prolongation. Un tir de pénalité manqué. La même joueuse, 1 minute et demie plus tard, finalement, marque. Donc, Amélie Poiré-Lehoux avec les Carabins de l'Université de Montréal qui a donné la victoire sur la patinoire des Gators. Donc, une série, là, Gators avait gagné le premier match à la maison, Carabins a gagné le deuxième à la maison. Le lendemain, ils sont retournés. Finalement, là, c'est l'Université de Montréal qui va se rendre en Saskatchewan pour le Canadien cette année avec Concordia. Et on aura droit à une reprise de l'an dernier pour la finale québécoise à tout le moins. Donc, bien hâte de voir le résultat de cette série-là qui s'annonce quand même intéressante, là. Oui, parce que défensivement, les Carabins font extrêmement bien. Ont été en mesure là, de complètement couper Gabriel Santerre là, au niveau des séries éliminatoires dans les 3 matchs. Il n'a pas eu, a eu des occasions de marquer et tout ça, mais n'a pas été en mesure là, de mettre beaucoup de points sur la feuille de pointage comme elle l'a fait tout au long de la saison. Même chose pour Maude Pépin, là, qui était celle qui jouait avec elle, et qui, elle, est une finissante. Puis ils ont fait un bon travail dans leurs 2 derniers matchs contre Concordia. Ont perdu 1-0 et je pense que l'autre, c'est 2-1 ou 3-1 dans un filet désert. Donc, des matchs quand même très serrés. L'Université de Montréal a eu, c'est sûr, offensivement, plus de difficultés, mais assurément que défensivement, elles font très, très bien. Donc, avec Aubracine, là, la finissante au top de ses... je crois bien qu'elle termine ou lui en reste une, là, au top de ses moyens. Donc, assurément, bon, on ne se cachera pas, Concordia est l'équipe favorite. C'est l'équipe favorite au pays. Donc, mais assurément qu'avec ça risque d'être une série quand même très, très intéressante. On termine en parlant du hockey collégial, donc également de ce côté-là, la saison tire à sa fin. Il reste un week-end d'activité. On monte un peu le classement, donc Limoilou qui s'assure du premier rang, mais ça peut encore se jouer derrière par la suite, là. Oui, les batailles là, se trouvent entre le 4 et le 5e rang et entre le 2 et le 3. Donc, savoir, dans le fond, ça va être qui les adversaires et qui va avoir l'avantage de la glace. On s'entend 2 et 3 et John Abbott et Champlain-Lennox vont avoir l'avantage de la glace, évidemment, dans la première ronde. Limoilou va avoir un pass pour la première ronde. Puis par la suite, ben là, est-ce que c'est euh, André Laurando qui va rester en 4e, donc il va recevoir Dawson pour le 2-3, ou ça va être l'inverse. C'est sûr que Dawson a besoin de jouer 2 matchs, vraiment 2 victoires, sans que André Laurando ne récolte de points. Donc, aussitôt qu'André Laurando fait un point, là, il passe devant. Mais assurément que ça risque d'être la série la plus intéressante, évidemment, quand on regarde l'écart, près d'une centaine de buts marqués, plus ou moins, au niveau de Champlain, Lennox, John Abbott, ainsi que les Patriotes et les Lynx. Et les Lynx qui vont jouer là, leur dernier match en D1, puisque avec les nouvelles divisions, là, elles vont être rétrogradées au niveau de la division 2 l'année prochaine dans le collégial pour qu'il reste uniquement 6 équipes. Mhm. Super. Ben écoute, un gros merci, Steph, et on va suivre évidemment ces séries et le dernier week-end d'activité dans le circuit collégial au cours du week-end. Et on se reparle la semaine prochaine. Excellent. Bonne semaine.